Coucou tout le monde. Eh ben, regardez qui est avec moi. Mhm. Donc, Regardez qui est avec moi. je pense qu'en fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, forcément. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui me suivent, qui te suivent à la base. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je peux te laisser te présenter brièvement. Alors, je suis Nina Nar, la réalisatrice d'un film qui s'appelle Faut pas pousser, qui parle de la physiologie de la naissance et des protocoles médicaux. Voilà, à la base, c'est une invitation au voyage de l'enfantement. Pour réussir à inviter au voyage, il faut désamorcer les peurs. Et donc, tout le film est fait pour qu'on comprenne que la prise en charge médicale n'est peut-être pas forcément nécessaire et que le corps de la femme est plutôt bien fichu pour mettre les bébés au monde. Et l'étape suivante, c'est de se demander si ça vaut pas la peine de vivre ce voyage de manière physiologique. Voilà, donc ce film est sorti il y a 3 ans, enfin en septembre 2001 et 2021, pardon. 2001, ça commence à dater. 2021, il fait son chemin et donc depuis, bah, c'est devenu mon kiff d'accompagner les mamans sur le chemin de la maternité vers un accouchement physio. Donc, bah, je continue de travailler sur les protocoles médicaux, sur la physiologie de la naissance et de créer des contenus pour apporter des informations complémentaires qui n'étaient pas dans Faut pas pousser, qui est déjà très long. Il fait 2h45 et donc il y avait encore énormément de choses à dire sur la césarienne plus en détail et sur certains protocoles qui me tenaient à cœur, comme le streptocoque B, un vaste sujet, sur le diabète gestationnel, enfin tout un tas de protocoles, de problématiques supposées ou réelles qui jalonnent la grossesse et qui en font un parcours de peur, d'angoisse, de médicalisation, alors que ça peut être tout à fait autre chose. Donc bah, c'est en dehors de mes 3 garçons et de mon mari, une bonne raison de me lever le matin, de permettre enfin, de contribuer à ce qu'un maximum de femmes vivent une grossesse et un enfantement empowermenting. Voilà. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de toi, parce que je connaissais pas du tout, même après mon accouchement avec Lou, tu vois, Mhm. j'avais jamais entendu parler d'un film qui parlait de l'accouchement, etc. Je suis allée sur Instagram, donc c'était après l'enlèvement des filles. On Mhm. les avait récupérés. Mhm. Et je suis allée sur Instagram et j'ai vu dans mes messages, en fait, c'est le nom Une mère pas comme il faut qui m'a interpellée. Ah, Parce que j'avais plein de messages, tu vois. Et j'ai regardé et tu m'avais laissé des vocaux euh, pour bah, me dire que t'es. Je me souviens que tu étais en soutien. Tu avais une voix hyper calme, ah, ça hyper m'arrive. posée. Bah, ouais, je marchais sur Ça, je des me œufs. souviens, ça m'avait vachement apaisée. Et donc, c'est suite à ça que je suis allée Voilà. sur ton compte. Et après ça, c'est une doula qui m'a invitée à une À une soirée projection. où elle faisait une projection. Voilà, c'est ça. Et je me souviens parce que j'y suis allée avec Lou, qui avait peut-être un mois, enfin, elle était vraiment tout bébé. Mais comme je l'allaitais, tout ça, je m'étais dit, allez, j'y vais avec. Donc, j'y étais allée avec elle. On avait regardé toute la projection. Et donc, bah, forcément, j'ai adoré le film. Après, je suis rentrée, j'ai dit à Raph, faut qu'on le regarde ensemble. Nanana. Et bah, je sais que pour moi, c'est une référence que je partage à chaque fois que j'ai des copines qui vont accoucher ou qui ont un projet de naissance, etc. et qui se posent des questions. Oui, c'est ça. Je Vaut mieux précise qu'elle parce s'en que. pose déjà un peu, Oui, ouais. oui, voilà. Mais je voulais revenir sur un truc qu'on s'est dit tout à l'heure. Mhm. Parce que moi, avant d'avoir les réseaux, je croyais que j'étais toute seule Ouais. à vouloir accoucher chez moi. Et donc, moi, j'ai pas fait de suivi de grossesse pour Enosika et Lou. Et la seule chose que j'ai fait, c'est la déclaration au médecin Mhm. pour montrer que j'étais enceinte. C'est la seule chose que j'ai fait. Déjà, je me sentais vraiment alignée avec ça. C'est-à-dire que je... c'était parfaitement apaisé. Enfin, c'était vraiment un truc, genre, c'est évident, je vais faire ça. Et il n'y avait pas de stress par rapport à ça. Mais il y avait aussi le fait que je savais que j'aurais pas envie de tout faire dans le suivi de grossesse. Ouais. Et j'avais pas envie de me confronter à la pression Mm. et à devoir dire non, etc. Parce Mm. que je sais que ça, c'est difficile pour Mm. moi. Bah oui. Donc, c'était aussi une manière pour moi plus légère de me dire comme ça, c'est léger tout le temps et ça va pas être confrontant de devoir
me positionner fortement et faire du forcing pour faire respecter ce que je voulais et ce que je voulais pas dans tout le panel de tout ce qui existe dans le suivi. Du coup, je sais même pas tout ce qui existe précisément parce que je l'ai jamais fait, mais je connais quand même un peu de loin. Et en fait, moi, je me sentais un peu hors la loi par rapport à ça. Ouais. C'est-à-dire que j'avais l'impression de faire quelque chose qui était interdit. Et donc, j'en parlais pas et je le disais pas. Et c'est pas du tout. Même aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je revendique, tu vois, d'avoir fait ça. Parce que je pense que c'est surtout un choix personnel. Ouais, c'est ça, ça vous regarde vous, ta famille, Voilà, et quoi, puis avec voilà. plein de responsabilités qui en découlent, etc. Mais toi, tu me disais. Bah, qu'il n'y a rien d'obligatoire, non, de rien, non. C'est la loi Kouchner, elle vaut pour tout. Chaque acte médical doit être précédé du consentement libre et éclairé du patient, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Et donc, ça implique, ça induit que tu prends tes infos et puis tu acceptes ou non. Et c'est toi qui décides. Donc, il n'y a absolument rien d'obligatoire, mais ils sont très habiles pour faire entendre le contraire. Donc pour la plupart des gens, tout ce qu'on propose pendant la grossesse, c'est pas une option, c'est juste obligatoire. Donc les femmes, tout au long de leur grossesse, elles sortent de rendez-vous médicaux avec encore toujours plus de lignes sur les ordonnances et avec un suivi qui relève quand même de la surveillance, de la liberté surveillée, et sans se dire que si elles veulent pas, donc à pas le faire en fait. Donc non, il n'y a rien d'obligatoire. Oui, c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment au niveau des textes de loi, parce que ce qui est sûr, c'est que le discours des médecins, Et tout c'est autre. pas du Ah bah tout oui, qu'il n'y a rien mais d'obligatoire. alors je suis désolée, c'est infernal. Ça peut paraître extrême que je dise ça, mais j'ai tellement d'exemples de femmes qui se font manipuler pendant leur suivi de grossesse, avec des échographies bidons, de placenta calcifié bidons, de bébés qui bradycardent bidons, juste pour les faire accepter un déclenchement. Que moi, j'ai jamais eu besoin de leur faire confiance parce que je leur ai jamais demandé leur avis pour quoi que ce soit, j'en ai toujours fait qu'à ma tête, mais moi, je suis choquée, de plus en plus choquée par les méthodes de menaces. Votre bébé va mourir. Est-ce qu'il faut qu'on envoie les services sociaux chez vous? Est-ce qu'il faut que j'appelle la police? On vous attend pour un déclenchement. Enfin, c'est dément, dément. Donc, ils disent que c'est obligatoire, mais en fait, non. Mais il n'y a rien d'obligatoire, y compris en dépassement de terme, si tu n'as pas envie. Et puis je pense que les mamans ne sont pas folles, elles n'ont pas envie de mettre leur bébé en danger, ni de se mettre en danger elles-mêmes, si elles sentent que ça roule. Enfin, je veux dire, les mamans qui prennent contact avec moi sur un dépassement de terme, où elles disent « je sens que c'est la fête, là, elle fait des galipettes, fin de grossesse, moi, mais enfin ça gigote à fond, je me sens hyper bien ». Tout va hyper bien, qu'est-ce qu'on vient leur mettre des nœuds dans la tête? Pourquoi cette grossesse qui s'est passée magnifiquement, à 41+2, oh là là, ça part en cacahuète, il n'y a plus de liquide, le bébé se lyophilise, mais enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le processus serait parfait d'un bout à l'autre. On fait l'amour, on conçoit un bébé, il se développe, c'est complètement dingue. Et j'invite toujours à écouter le podcast In Utero de France Inter sur la multiplication des cellules embryonnaires et le développement. C'est dingue, complètement dingue. Et au moment, comme ça, à la fin, ça partirait en cacahuète. Chez nous, ça se passe hyper bien depuis toujours, en fait, contrairement aussi à ce qu'on nous dit, voilà, qu'avant la médicalisation, toutes les Voilà, femmes mais alors, mouraient. par rapport à ça, moi, j'aimerais bien qu'on en parle ensemble parce que moi, c'est plutôt quelque chose qui a été un argument qui m'a été donné par ma famille, pas mes proches, mais un peu plus loin, ma famille un peu plus loin. C'est ce truc de pourquoi, en fait, vouloir accoucher à la maison alors que à l'époque, les femmes mouraient en couche. Bla bla bla. Et donc, pourquoi reprendre ce vieux truc de prendre le risque de mourir en couche? Voilà, c'est ça. Donc moi, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses de ça. Bah alors, c'est bien abordé dans Faut pas pousser, parce que ça faisait partie des choses qu'il fallait absolument remettre en place. C'est un point, un gros point. Énorme. Oui. On récite la messe. Ça, de toute façon. On a tout entendu qu'avant la médicalisation, les femmes mouraient, les bébés mouraient, c'était atroce, etc. Donc c'est ce qui s'appelle le dogme, c'est quelque chose qui est bien installé, que tout le monde répète. Les femmes, elles entendent dire ça à longueur depuis qu'elles sont petites d'abord, et les mères le répètent, et les médecins le ressassent, le rabâchent. Il y a Marie-France Morel, qui est présidente de la Société d'histoire de la naissance, donc qui est une femme merveilleuse, historienne de la naissance, donc, et qui peut vous parler de la naissance depuis le Paléo, mais qui est spécialiste du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle.
Et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que la médecine s'est emparée de l'obstétrique pour sauver les femmes et les bébés? Et elle dit, non, 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 c'est pas du tout ça. C'est comme Christophe Colomb découvrant l'Amérique. C'est un nouveau champ à explorer et puis une clientèle à se faire, puisque on peut supposer qu'en s'occupant de la maman jusqu'à l'accouchement, ensuite on va s'occuper d'elle et puis des enfants et de voilà. C'est ça la motivation, c'est l'exploration. Les premiers instruments, je ne vais pas me lancer dans les discours sur la torture faite aux femmes, mais les premiers instruments obstétriques, c'est quand même la tronçonneuse à manivelle qui était faite pour couper la symphyse pubienne pour faire sortir le bébé. Parce que forcément ça passe pas. Mais en fait, forcément ça passe pas si maman est allongée sur le dos et pattes en l'air. Mais si tu es debout et que tu bouges, ça passe quoi. Donc en fait, depuis le néolithique, on perturbe les accouchements. Voilà, donc ça c'est, je m'étale pas là-dessus parce que ce serait interminable, mais avant ça, ça se passait très bien. Ça, c'est Julie Bouallier qui en parle. Au Paléolithique, ça se passait très bien globalement. Donc Julie Bouallier est paléontologue, spécialiste du bassin, donc c'est technique. Hein. Donc elle a mesuré tous les bassins de tous les corps de nos ancêtres du paléo. Puis elle a fait du médico-légal aussi, donc elle a mesuré beaucoup de bassins d'Homo sapiens d'aujourd'hui. Et donc c'est son truc depuis 20 ans presque, elle travaille sur le bassin et elle est catégorique, la naissance se passe très bien chez Homo sapiens, il n'y a aucun problème. Donc le mythe vient de quelques petits pépins qu'il y a eu quand même dans l'histoire, à savoir les bassins rachitiques, donc qui étaient la conséquence de la fuite, enfin du fait que les campagnes se vident et que tout le monde vienne à la ville, donc au XVIIIe siècle beaucoup, et que donc les gens se sont retrouvés à travailler non plus au champ, mais dans des endroits fermés, et à ne plus être suffisamment exposés à la lumière du jour, et à avoir en plus une alimentation déséquilibrée, parce qu'en ville, voilà. Et donc carence en vitamine D, donc rachitisme. Et donc rachitisme, des jeunes rachitisme et des bébés rachitiques, et donc les femmes, enfin les petites filles devenues femmes avaient des atrophies. Donc là, forcément, des bassins qui n'étaient pas adaptés pour mettre un bébé au monde. Donc ça, c'est une chose. Bon, le rachitisme est plus trop en vogue chez nous. Hein. Et l'autre, pour les bébés, c'est alors la fièvre puerpérale aussi. Donc ça, c'était une infection généralisée des femmes après leur accouchement. Mais c'était que dans les maternités. En fait, c'était avant Pasteur et Semmelweis. On ne savait pas qu'il y avait des possibles contaminations, le monde bactérien, tout ça, on ne connaissait pas. Et donc, c'est Semmelweis qui a observé que dans une même maternité, les femmes qui étaient prises en charge par les sages-femmes avaient un taux de mortalité nettement inférieur à celui des femmes parturientes qui étaient prises en charge par des médecins. Donc, ça l'a interpellé parce qu'a priori, c'était les mêmes femmes. Et en creusant, il a constaté que donc, les médecins allaient disséquer des cadavres juste avant de venir en salle de naissance faire des touchés vaginaux. Et qu'en fait, c'est ce qui générait les fièvres puerpérales, c'est-à-dire qu'ils touchent un cadavre, ils ne se lavent pas les mains. À l'époque, on ne se lavait pas les mains. Bon, je pense que depuis 2020, tout le monde a bien appris à se laver les mains. Là, on est au taquet. Donc, les femmes mouraient d'infections qui étaient directement données par les médecins. C'est cadeau. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de fièvre puerpérale. Je pense qu'on est au clair là-dessus. Donc voilà, ce qui reste, c'est le placenta prévia. Bon, ça, avec une échographie, ça s'anticipe. Puis en général, il y a des signes. Mais bon, là, moi, ça fait partie des choses pour lesquelles je me dis, c'est sympa d'avoir une écho, vérifier que le placenta est au bon endroit, qu'il ne va pas sortir devant. Voilà. Et puis, même quand Marie-France Morel évoque la présentation par l'épaule, mais quand on est allongé sur le dos, les pattes en l'air, oui, la présentation par l'épaule est un problème, mais quand une femme accouche en restant mobile tout du long, globalement, le bébé a quand même une très grande chance de se présenter correctement. Bon, je suis toujours un peu idéaliste, mais bon, moi, je m'en réfère aux 600 accouchements de ma douce et tendre Elena, qui est sage-femme et qui fait des accompagnements à domicile. Il y a des transferts, mais c'est jamais des urgences. Et elle s'est jamais retrouvée avec un bébé en transverse qui reste coincé. Non, en fait, non. Donc, c'est chouette d'avoir un suivi quand même. Après, on peut ne pas le faire, je le conçois aussi. Mais en tous les cas, avec un suivi, si on est suffisamment bien dans ses baskets pour pas se laisser emmener dans une spirale infernale et qu'on fait les examens qu'on a choisi de faire sans se laisser bourrer le mou par des médecins qui disent si vous faites pas ça, tout le monde va mourir et blablabla. Je suis devenue quand même assez allergique à ça, et c'est quand même très courant. Si on reste relax avec tout ça, on fait ce qui nous semble pertinent, on s'informe en allant sur Kaizen Mina, mais vous ferez comme vous voulez. Et à partir de là, on peut aborder le jour de son accouchement en étant
hyper relax. Mmh. L'hémorragie de la délivrance, bah là, pour le coup, vous regarderez le film parce qu'il y a 20 minutes du film sur l'hémorragie de la délivrance, parce que ça, Mmh. c'est vraiment... Mais Oui, en c'est fait, tu vrai. te rends pas compte si tu saignes. Oui, oui, c'est vrai. En fait, tu saignes pas quand tu accouches C'est physio. vrai que l'hémorragie de la délivrance, Ah bah ça, c'est ce qu'on te dit tout le temps. Ah oui, ben oui. enfin, et Oui, 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 c'est ça se vrai. prévoit pas. Une femme sur 10 qui se vide de son sang, Amina Yamian le répète suffisamment sur toutes les chaînes de télé. Mais en fait, ils savent même pas comment on fait pour ne. Donc Michel Audin le dit dans le film. J'ai dit l'hémorragie de la délivrance. Il dit il suffit de savoir l'éviter. Je dis mais comment on l'évite? En ne perturbant pas la physiologie. Enfin, c'est simple en fait. Mmh. On dérange pas Mmh. maman bébé et voilà. C'est vrai parce que moi, c'est vrai que je me souviens, moi, j'avais pas encore eu d'enfant, mais ma tante, elle venait d'accoucher, donc seule chez elle, de son bébé. Et je me souviens, super enthousiaste, en parlait à une collègue qui travaillait avec moi. Et je dis, waouh, elle a fait ça chez elle, avec son compagnon et tout ça. Et enfin, on s'entendait très bien. Et elle était aussi très axée accouchement à la maison, etc. Mais Ta c'est, collègue? oui, oui. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'elle m'a dit, c'est, ah oui, mais moi, si j'avais fait ça, bah, Ah, on serait mort. je serais plus là parce que Bah, on moi, à a... l'heupital, bah, J'ai j'ai fait fait une une hémorragie. hémorragie et heureusement qu'on m'a soignée, etc. Et ça, c'est vrai que il y a beaucoup de mamans Ouais. que ça active d'entendre Mm. bah, que ça s'est bien passé parce qu'elles disent bah oui, mais moi, si ça m'était arrivé, Mm. bah, en fait, ça aurait été un Voilà. cauchemar. Voilà. Alors, il y a deux choses qui activent, j'aime bien l'expression. C'est l'hémorragie. Ah bah moi, si on avait été à la maison, c'était fini, on serait mort. Je me serais vidé... Enfin, moi, je serais mort, je Voilà, me c'est serais ça. vidé de mon sang. Et l'autre, c'est on serait morts tous les deux parce que j'ai eu une césarienne, parce que mon bébé, quand il est sorti, il était tout bleu, il avait des tours de cordon. Mm, Alors ça aussi, c'est le tiercé gagnant. mm, Donc le tour de cordon n'est pas du tout pas du tout un problème, pas du tout un problème. Mais par contre, c'est utilisé en maternité comme argument pour déculpabiliser la mère. Donc ça aussi, j'explique dans Faut pas pousser rapidement, mais si on est attentif dans le décryptage, j'explique ça en détail, mm, que quand on a une césarienne pour stagnation, donc ma maman est bon, en général quand c'est pour stagnation, c'est que maman est sous péridurale, et puis on a déjà mis un peu de synto sinon, un peu, beaucoup, et puis ça n'avance pas, mais maman est sous péri, allongée sur le dos, les pattes en l'air, elle ne bouge pas, et bébé fatigue parce qu'il mange du synto et que l'ocytocine de synthèse, ça fatigue les bébés, et ça les fait souffrir. Et donc on finit par faire une césarienne pour stagnation. Et là, et ça c'est une gynéco qui me l'a dit, mais on l'entend dans le film, enfin on l'entend pas me dire ça, mais on l'entend ensuite mettre en pratique son petit stratagème, c'est oui, on trouve toujours un tour de cordon pour déculpabiliser la mère. Et donc j'ai vérifié auprès d'autres obstétriciens qui m'ont confirmé que oui, c'est un truc qu'on fait, on dit qu'il y avait un tour de cordon, comme ça la mère, elle comprend pourquoi elle a fini au bloc, et puis tout le monde est content. Alors les cordons n'empêchent pas les bébés de naître, hein, c'est comme si mes poumons m'empêchaient de respirer. Et donc les césariennes pour stagnation, c'est la conséquence directe d'un accouchement long et tout pourri, médicalisé, avec trop de péri, trop de synto, trop d'immobilité. Voilà. Donc quant aux hémorragies, en fait c'est le contexte hospitalier qui génère les hémorragies, parce que pour ne pas saigner, il faut être gavé d'ocytocine, il ne faut pas être dérangé dans sa rencontre avec son bébé, il ne faut surtout pas se manger des propos anxiogènes du type oui, il faut que le placenta sorte maintenant, sinon on va vous faire une révision utérine. Ce genre de conneries qui sont dites à peu près systématiquement et qui mettent les femmes en stress. oui. Et donc là, comment on dit, quand on voit l'avenir là dans la religion, la malédiction là, enfin bref, se s'avère, La voilà, prophétie. la prophétie se réalise, voilà absolument, la prophétie se réalise. La femme étant en stress, elle sécrète un max d'adrénaline, plus du tout d'ocytocine, son utérus ne contracte plus et donc elle se met à saigner. Et donc, bon, là, on lui injecte du synto, on lui a déjà injecté, on tire sur le cordon, éventuellement, on arrache un bout du placenta, donc il y en a un bout qui reste collé dedans, donc ça augmente la gravité de l'hémorragie, donc on part au bloc, et là, du coup, révision utérine sous anesthésie générale, et à la fin, on lui dit, on vous avait bien prévenu que c'était pas sérieux d'accoucher. Enfin bon, bref, c'est insupportable. Mm. C'est insupportable. Non, mais en vrai, je précise parce qu'en fait, c'est marrant parce que quand tu parles, tu vois, je pense à certaines personnes que je connais qui, eux, sont très pour un suivi intégral, pour Mm. un accouchement 100% médicalisé, etc. Et c'est aussi des personnes qui n'entendent pas d'histoires, en fait, qui ont... Toi, t'en entends tous les jours, enfin, t'en Mm. entends souvent des histoires où ça se passe mal à cause de l'hôpital, Mm. tu Bah vois. oui, c'est ça, ouais. Et en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu une seule histoire où,
à cause de l'hôpital, ça s'était mal passé, tu oui. vois. Ça dépend aussi un peu, j'ai envie de dire, de quel côté on est. Ouais, c'est ça. Et Oui, parce qu'en fait, quand ils reçoivent des récits d'accouchement qui se passent pas bien, la conclusion n'est jamais sont les protocoles qui ont généré tout ça, mais exactement. heureusement que j'étais à l'hôpital pour me Voilà. tirer de ce mauvais pas, quoi. Voilà. Donc ça arrive, moi, que sur mes réseaux, j'ai parfois quelqu'un qui me dit oui, mais moi, Voilà. j'ai fait une hémorragie de la délivrance, oui, mais moi, et bon, alors je peux pas non plus taper la discute avec tout le monde, mais quand même, je demande est-ce que vous étiez sous péridurale, tu vois. Parce qu'en fait, moi, c'est à partir du moment, je veux pas diaboliser la péridurale, mais à partir du moment où on a une péridurale, on est même plus consciente de ce qu'on nous fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont une péri, elles ont du synto, elles savent même pas qu'elles ont eu du synto, elles sont sondées, elles le savent pas non plus, elles sont immobiles, elles ont des tuyaux partout, elles savent rien de rien, elles sont juste sous péri, et ensuite elles viennent dire oui, bah moi, j'ai fait une hémorragie. Ben en fait, toi, je te demande pas ton avis, parce que oui, bien sûr, des hémorragies avec des accouchements médicalisés, mais moi, je m'adresse à des femmes qui veulent de la physio. Alors, la péri, c'est pas, je veux pas diaboliser la péri, c'est très bien si on a envie finalement de la voir. Ce que je trouve chouette, c'est de pas la prendre trop tôt, se laisser le temps d'explorer un peu les sensations, d'aller le plus loin possible. Et puis, quand la douleur devient souffrance, bah, ça n'a pas de sens. Ouais. Et la péri permet de se détendre et de faciliter la dilatation. Enfin voilà, c'est pas dramatique. Mais la péri en tout début de travail, avec une maman immobile sous prétexte qu'il faut faire un monito d'1 heure et blablabla, bon bah là c'est le carnage. Et puis les déclenchements à 39 pour montrer que ça réduit le taux de césarienne. Enfin non, mais on est arrivé à un niveau de connerie, c'est du délire, quoi. Donc effectivement, il y en a beaucoup, hein, mais quelqu'un de très proche de moi faisait partie de celle-ci quand j'ai commencé à. Donc elle a eu ses enfants avant moi. Quand j'ai dit que je voulais accoucher chez moi pour mon premier, elle m'a dit bah moi si j'avais fait ça, on serait mortes toutes les deux parce que ça s'est terminé en césarienne, et ma fille était bleue avec le cordon autour du cou. Et donc moi dans ma tête je me disais bah elle était bleue comme à peu près tous les bébés, et puis le cordon autour du cou comme un bébé sur deux, et tu as fait une césarienne parce que tu avais une péri du synto et que c'était trop long. Mais en fait je vois pas le rapport avec ce dont je parle, parce que moi je parle de physio, et que voilà. Et depuis, elle a compris, en fait. Depuis, elle a compris que cette césarienne, c'était juste la conséquence du reste. Oui, mais c'est vrai que ce truc-là de s'il y a un problème à l'hôpital, on va jamais dire que c'est à cause de l'hôpital. Forcément, quand t'es que de ce côté-là, toutes tes croyances, elles se basent sur ce que t'entends, et donc jamais t'entends des témoignages qui parlent d'autre chose, quoi. Bah non. Donc, tant pis, hein, on sauvera pas tout le monde. Non, mais en plus, il y a plein de femmes qui sont ravies de leur accouchement médicalisé, et puis il y a des accouchements médicalisés qui se passent très bien. Hein, complètement. Et d'ailleurs, c'est les femmes souvent qui sont. Enfin, moi, j'ai aussi eu des personnes qui le prennent aussi personnellement, dans le sens. Moi, j'ai très bien vécu mon accouchement à l'hôpital, donc n'attaquez pas. Et aussi prendre ça aussi pour une attaque. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc, et d'ailleurs, ça c'est quelqu'un qui l'a posé pour toi, qui voulait te le demander, tu vois, c'était est-ce que et ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Est-ce que tu te considères anti-médecin? Bah non, la anti-médecin, anti-accouchement non, pas du tout. En fait, moi je me considère anti-obscurantisme. Voilà, et que là on brûle les livres, clairement, on en est là, quoi. On brûle les livres, et les gens, je veux dire, avec les fourches, brûler les sorcières, c'est le même niveau, hein. L'humanité a pas beaucoup bougé, hein. Et donc les gens récitent la messe, et donc deviennent teigneux, et puis disent oui, c'est culpabilisant, moi j'ai pris une péri, mais enfin je culpabilise personne. C'est comme de dire que c'est culpabilisant de parler des bienfaits du sport. Mais enfin, on sait bien que c'est important de faire du sport. Si t'en fais pas, c'est ton problème, mais m'emmerde pas avec ta culpabilité. Donc la culpabilité, c'est un truc personnel. Donc moi je suis pas globalement, je suis pas anti-médicalisation. Là j'ai eu une maman, elle a un placenta prévia, elle a eu des saignements, et c'est évident qu'à ce moment-là, on passe du côté médical, et tant mieux, parce que là, c'est pertinent, on va pouvoir la prendre en charge correctement, faire en sorte que ça se passe le mieux possible, parce que pendant longtemps, placenta prévia, bébé mourait, et puis éventuellement maman aussi, donc génial. Mais sauf qu'aujourd'hui, on traite, c'est comme la chimio, c'est super pour les cancers. Moi, perso, je vais pas la prendre tout de suite, j'ai pas de cancer, donc c'est tout, en fait, tu vois, c'est pas... Et l'autre aspect, c'est, donc voilà, médicalisé par défaut, je trouve ça dommage, mais la plupart des femmes disent vouloir une péridurale. Mais en fait, c'est même pas vrai, c'est qu'elles se sont jamais posé la question, parce que c'est de l'obscurantisme. Ce qu'on diffuse à longueur de temps dans les médias,
c'est Baby Boom, Oui, oui, c'est c'est vrai. la maison des maternelles qui fait semblant des fois de dire oui, l'accouchement à domicile pour laisser Amina derrière, Amina Yamyan, dire oui, pourquoi pas. Bon, après, il faut savoir qu'il y a une femme sur 10 qui fait une hémorragie, que c'est imprévisible. C'est tellement puant comme méthode. On te parle de la AD comme si, ah ouais, c'est chouette, tu tues les petits oiseaux, comme elle dit dans mon film. Amina Yamyan, qui est donc une représentante du Collège national des gynécos, on est en contact, elle me suit. Oh, je suis un peu un caillou dans sa chaussure, Amina. On pourrait être copines, je pense, mais on n'est pas sur la même planète. Elle suit avec beaucoup d'intérêt mon travail. Elle dit que je suis dogmatique, que je suis complètement perchée, mais elle a aucune conscience de ce qui génère les hémorragies. C'est quand même démentiel d'être à ce niveau-là et de pas savoir quel contexte génère une hémorragie de la délivrance. Donc bon, à un moment, moi j'arrête. Je vais pas. Enfin, d'être tellement déconnecté de la physiologie quand on dirige une maternité, moi ça me troue le cul, excusez-moi. Donc je suis pas contre les médecins, mais il y a des fois, je trouve qu'il manque un peu d'humilité. Alors moi aussi probablement, mais enfin quand même de tellement pas s'intéresser à la physiologie et de tellement pas accueillir les demandes des femmes rares qui veulent juste accoucher peinard dans une petite pièce chaude et sombre et appuyer sur le bouton s'il y a besoin, et qu'on leur dise mais enfin vous n'y pensez pas, la péridurale est la garante de la sécurité, mon cul. La péridurale n'est pas du tout la garante de la sécurité, n'importe quoi. Il n'y a pas d'indication à la péridurale. Donc en fait, je ne suis pas anti-médicale, mais c'est vrai qu'il me casse un peu les pieds quand même, globalement. Ben, moi, j'aimerais bien en profiter, tu vois, pour dire quelque chose. Et là, ça parle que de moi, tu vois. Mais moi, j'aime bien le fait de pouvoir se libérer de quelque chose. Là, par exemple, en l'occurrence, se libérer des croyances sur tout ce qui touche à l'accouchement, tu vois. Et de pouvoir critiquer quelque chose sans être mis dans la case t'es anti ça, t'es contre ça, tu vois. Pour moi, tout peut être critiqué, même tout doit être critiqué parce que la critique, c'est quelque chose de très important. Mais sans forcément être mis dans une case t'es anti-truc. Comme s'il y avait deux champs et c'était la guerre et on ne pouvait pas cohabiter ensemble, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est ballot. Bah oui, c'est ballot. Alors là, c'est super. J'étais invitée au Mahmoud, donc c'est le Forum international européen de l'allaitement. Céline, j'ai oublié son nom de famille, bon, parce que on s'appelle pas par nos noms de famille. Céline IBLC, vous pourrez regarder son compte sur Insta, donc qui est conseillère en lactation et bien plus encore, et qui est une nana géniale et qui a donc fait ce forum sur l'allaitement. J'étais invitée et j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef de service de la maternité de Grasse, qui venait, donc c'est déjà beau, un obstétricien qui vient à un forum sur l'allaitement. Donc c'est un médecin jeune qui a envie, il a envie dans sa mater de favoriser la physiologie, d'accompagner au mieux les femmes, de favoriser, d'aider, de ne pas saboter surtout les allaitements. En fait, j'ai envie de dire, avant même, je ne parle pas pour lui, mais en global, avant même de vouloir aider les femmes à allaiter, si on pouvait ne pas les empêcher de le faire avec des protocoles de merde, ce serait pas mal. Pardon, je dis un gros mot toutes les 4 phrases, je ne sais pas, je pense que c'est trop tard pour moi pour arrêter. Bref, et c'était super de parler avec un obstétricien. J'ai pas été tendre avec lui parce que, par exemple, on parlait de la gestion de la présentation par le siège dans sa maternité. Donc, il disait, je disais que selon Sean Walker, qui est spécialiste et donc qui a fait une formation sur les sièges et donc que j'ai suivi à Paris, donc j'ai fait un programme sur le siège pour qu'on comprenne bien dans quelle mesure est-ce que c'est pertinent d'imposer une césarienne sous prétexte que bébé est en siège. Et donc, Sean Walker dit qu'en gros, avec un démarrage par voie basse, on a la probabilité d'une sur 4 de finir en césarienne sans être en stress du tout, mais simplement si le timing, voilà, si ça n'avance pas, c'est important sur un siège, je ne vais pas aller dans le détail, mais sur un siège, il faut que ça avance quand même. Voilà. Il faut que ça avance, qu'il y a le cordon qui est nécessairement coincé entre le crâne du bébé parce que le cordon est dehors et voilà. Donc forcément, il est comprimé. Et donc, il ne faut pas que ça traîne trop. Le bébé peut supporter des compressions de cordon, il est fait pour ça. Tu veux rentrer, Kochka, tu vas attendre. Et donc, voilà. Donc, elle dit en gros, quand on sent que le rythme n'est pas très bon, on fait 1 sur 4. Bon, ça pourrait peut-être être 1 sur 8, mais sans prendre de risque, en étant vraiment relax, 1 sur 4. Ça vaut quand même le coup de tenter la voix basse. Et donc, le médecin de Grasse, il dit oh non, nous, on a beaucoup mieux que ça. On a un meilleur taux de réussite sur les voix basses. Je dis ah bon, c'est super. Il me dit oui, bon, mais c'est parce que y a des mesures, on fait des pelvimétries avant. Ah bah ça m'a saoulé. Alors, on mesure le bassin de la maman. Sauf que les pelvimétries, elles sont faites en position décubitus dorsal, en gros. Enfin, j'exagère un peu, mais ça resserre les os du bassin. Et puis, pendant l'accouchement, le bassin, il s'ouvre sous l'effet
des hormones, le bassin s'ouvre. Le bassin, c'est pas un os, c'est pas ma tasse. Le bassin, c'est plusieurs os, c'est articulé Oui, et ça va s'ouvrir avec oui, les hormones. oui. Donc on mesure le bassin de la maman à un moment où elle n'est pas sous hormones et où elle est dans une position pas du tout favorable. Il faut être en chasse-neige pour ouvrir son bassin. Vous faites l'expérience, hein, vous vous mettez en chasse-neige, ça ouvre le bassin, vous vous mettez en décubitus dorsal avec les genoux écartés, ça resserre le bassin. Ouais. Donc la pelvimétrie, c'est la mesure et on mesure le crâne du bébé. Et Ah, on regarde si ça passe. si ça passe pas, on tente pas la voix basse. Ah oui, Sauf que ok. le crâne du bébé, idem, il y a des fontanelles, le crâne Oui, s'adapte. c'est vrai. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, moi, ça m'horripile cette histoire de pelvimétrie, parce que le bébé est parfaitement adapté au bassin de sa mère. Simplement, il faut que sa mère elle soit engagée dans son accouchement. Alors, c'est sûr que si la maman n'est pas déterminée à accoucher physio, c'est-à-dire mobile, sans produit, en étant prête à assumer le voyage jusqu'au bout, Hmm. bon, bah, peut-être qu'à un moment, il va faire une césarienne, mais si maman est mobile, quelle que soit la forme de son bassin, parce qu'il y a 4 modèles de bassin, il y en a un qui est un peu plus touchy que les autres, Ok. mais avec ce bassin un peu touchy, si tu montes les escaliers à dilatation complète, bébé va pas rester coincé. Mais il faut être un peu déterminé. Donc en fait, c'est aussi dans ce truc-là, c'est que les médecins, ils peuvent pas non plus, même aussi physio soit-il, parier sur le fait que Oui, maman, elle va y aller, quoi. oui, oui, c'est sûr. Elle va pas dire à 7, finalement, je veux une péri. Mais quand bien même, ce serait pas grave, parce qu'elle prend une péri à 7, on peut quand même continuer d'avancer. Puis si finalement ça le fait pas, bah on fait une césarienne tranquillement. Mais la Hmm. césarienne est merveilleuse, on va pas dire le Hmm. contraire. C'est super la Hmm. césarienne, ils font ça hyper bien. Hmm. Enfin la plupart du temps, hein, des fois c'est foiré, hein, mais bon globalement ça se passe bien. Ouais. Maintenant segmentaire basse, c'est nickel, ça n'empêche pas un accouchement voix basse ensuite. Souvenez-vous ça. C'est pas parce que vous avez un utérus C4 que C'est vrai que j'avais oublié, mais c'est vrai que. parce qu'il y en a qui se font enfumer aussi. Oui, oui, Hein. on dit que si tu as une césarienne. Césarienne un jour, césarienne toujours. Alors, Voilà, ça date de 1926. mais moi, c'est vrai que j'ai quelqu'un de ma famille qui, que je citerai pas forcément, mais qui a eu une césarienne. Effectivement, on lui a dit ce truc-là de, ben, du coup, vous pourrez pas Mm. avoir d'accouchement à voix basse. Elle a Mm. quand même eu 4 enfants, parce qu'elle voulait vraiment avoir beaucoup d'enfants. Mais elle a fait 4 Césarienne à chaque fois. césariennes. Et je sais qu'elle n'en a pas eu plus à cause de ça, parce qu'elle, elle aurait Elle en voulait vraiment 7 aimé ou en 8. avoir plus, Ouais. mais bah, trop, trop dangereux après, Bah etc. ouais, ouais. Et c'est vrai que ça fait de la peine. Madame Kennedy, la mère de John Fitzgerald, je crois, elle a eu 11 enfants, tous par césarienne. Hein, je crois que c'est ça. Hein. C'est le truc qui me revient là. C'est une aberration. En fait, c'est que pendant longtemps, on faisait des césariennes corporelles. Bon, pendant très longtemps, la césarienne, c'était un sauvetage de bébé. On faisait la césarienne, maman était déjà morte ou ça allait pas bien se finir pour elle. Donc ça, c'était jusqu'au XVIIIe siècle. Mhm. Ensuite, avec l'amélioration de l'asepsie et des méthodes d'anesthésie, on a pu faire des césariennes pour sauver maman et bébé, Mhm. avec des césariennes corporeales, donc comme ça. Mhm. Et là, ça fragilisait beaucoup l'utérus. Donc ça, césarienne un jour, césarienne toujours. Cette phrase, Mhm. elle est de je ne sais plus quel médecin, en 1926, je crois. Depuis les années, donc dans les années 50-60, on a commencé à faire des césariennes segmentaires basses, donc horizontales et en bas du ventre. Ouais. Et c'est dans une partie beaucoup plus euh, facile à réparer de l'utérus. Donc aujourd'hui, c'est quasiment tout le temps des césariennes segmentaires basses, sauf quand c'est très tôt dans le terme et que là, on peut pas, enfin, on est obligé de faire une césarienne corporelle, ou quand c'est une urgence, vraiment, il faut dans la seconde, ça va plus vite de faire ça. Voilà. Et en plus, on m'a dit, oui, moi, je connais des femmes qui ont eu une césarienne corporeale et qui ont quand même fait un accouchement voix basse nickel après. J'ai cherché des infos, des compléments là-dessus, j'ai pas trouvé. Et donc, comme je veux pas, non, enfin, j'ai pas envie de sortir justement de balancer le dogme Oui, opposé, oui, tu vois. oui, 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 totalement. Donc moi, les infos que je donne, c'est du béton. Hein. Quand vous regardez sur le streptocoque B ou sur tout ça, il n'y a pas du tout de croyance, de blabla. Donc non, je sors pas des trucs de sorcière, c'est béton. Il y a beaucoup de Mhm. médecins qui valident ce que je dis. Ça les Mhm. emmerde, mais donc je vais pas dire césarienne corporeale, vas-y tranquille, tu fais un nana, un AVAC en nana. Non, je vais pas dire ça. Hein. Chacune fera ce qu'elle veut, mais pour moi, je suis pas sûre de ça. Donc voilà. Mais dans tous les cas, ne vous laissez pas avoir. Si vous avez eu une première césarienne, vous pouvez tout à fait avoir un très chouette accouchement voix basse. Après, le risque de Mhm. rupture utérine, c'est peanuts. Mhm. Si on est dans la physio. Si vous avez Mhm. une péri et qu'on commence à vous mettre de l'ocytocine de synthèse, ah, là, j'en connais une qui a eu ses Ouais. premières césariennes pour stagnation nulle. Pourquoi elle a une césarienne? Parce qu'elle était médicalisée et que les médecins ont dit oh bah ce serait bien de la faire maintenant, comme ça on y va tranquille, c'est plutôt de la faire en urgence après, blablabla.
Elle était un peu dégoûtée parce qu'elle voulait un accouchement physio. On dirait, vous en faites pas pour votre prochain. Puis bah, pour le prochain, elle a compris sa douleur parce qu'elle a vu déjà comment on traitait un utérus C4. Et donc, elle a été stressée toute sa grossesse. Et puis, le jour de l'accouchement, ça s'est mis en route spontanément. Parce que déclencher un utérus cicatriciel, c'est pas génial. Donc, ils se retiennent un peu. Mais là, la sage-femme a quand même estimé utile de lui mettre du Synto. Donc, elle a eu une péri, elle en voulait pas trop. Elle a continué de se mobiliser à fond. Je vois son histoire comme si j'avais été avec elle, tellement je... Donc, elle a beaucoup marché dans les couloirs. Puis, à un moment, la sage-femme a dit, bon, on va peut-être mettre un peu de Synto pour accélérer. Alors, la maman, elle a dit, bah, j'ai un utérus cicatriciel. Oh, vous en faites pas, il n'y a pas de problème avec le Synto. Donc, bon, voilà, du coup, elle a arrêté de bouger. Elle a pris son Synto. Puis elle a vu son utérus qui faisait des trucs chelous, elle sentait que ça contractait beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, beaucoup trop tout. Elle a appelé la sage-femme qui, je te jure, j'ai raconté déjà cette histoire parce que c'est quand même dingue. La sage-femme qui a dit non, vous en faites pas, tout va bien, est-ce que vous voulez un thé au miel? Et elle est allée chercher un échographiste quand même pour vérifier. Et là, code rouge, rupture utérine grade 3, le bébé était sorti, était en train de balader dans le péritoine. 3 jours d'hypothermie pour sauver le cerveau du bébé. Donc, vous voyez, la première césarienne, c'est la conséquence d'une équipe qui a envie d'en finir et qui lui bourre le mou en disant qu'il n'y avait aucun problème avec un utérus C4. La deuxième, c'est parce que la sage-femme a décidé d'accélérer en mettant du Synto, qu'elle n'écoute pas la mère qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au final, elle a quand même failli perdre son bébé. Donc, c'est les mêmes qui vont dire après que nous, on est dangereux à parler de physio. Voilà. Je trouve que c'est abusé. On est arrivé à un niveau, là. C'est trop, quoi. C'est trop. Elle voulait cette maman-là, parce qu'à la limite, cette maman aurait souhaité depuis le début un accouchement péri très tôt, parce qu'elle n'a pas envie de sentir, etc. Bon, bah, tu te dis, tu sais bien, quand tu rentres dans ça, tu prends le risque. Mais ce qu'elle voulait, elle, c'était juste accoucher physio, quoi. Moi, ça fait quand même... Donc là, elle prépare un troisième, bah là, c'est césarienne programmée, hein, après une rupture utérine, pour le coup. Bah oui. Je pense que, tu vois, toi, je sens que tu es impliquée émotionnellement dans toutes ces histoires, tu vois, que ça te touche et que c'est vraiment fort ce que ça te fait. Et moi, tu vois, ça me fait un peu penser à des récits que j'ai de parents qui se font prendre leurs enfants, etc. Et je vois que j'ai un truc où je sens que je peux pas rentrer dedans, parce que si réellement je rentrais dedans, ça va te faire en fait, souffrir. c'est trop dur. Et d'ailleurs, je te trouve super courageuse de pouvoir entendre tout ça, tu vois, et l'accueillir, parce qu'en fait, c'est un peu, je trouve n'importe quel domaine, de toute façon, sur cette terre où il y a des trucs difficiles, quand tu rentres pleinement dedans, dans la problématique et dans tout ce qui va pas, en fait, c'est hyper lourd, en fait. Ouais, il y a une nuance entre toi et moi, c'est que pour le coup, toi, tu as été touchée par cette affreuse injustice, donc ça réveille des douleurs très personnelles, alors que moi, j'ai eu 3 accouchements géniaux, j'ai kiffé ça, et que moi, j'ai juste envie de, à ma mesure, de permettre à un max de femmes de vivre des accouchements aussi géniaux que les miens. Il y en a des encore plus géniaux, il y a des femmes qui... Il y en a, c'est drôle. C'est drôle. J'avais fait une petite vidéo sur TikTok, je pense, pour dire que l'accouchement est un acte sexuel, pas un rapport sexuel, mais un acte sexuel. Alors déjà, rien que de dire ça, T'as dû avoir les foules. C'est du délire. Il y en a qui s'énervent, tu vois. Oh là là, surtout pas. Oh donc mon oui, Dieu, bien sûr un que acte si. On peut même sexuel. stimuler son clitoris pour favoriser la sécrétion d'ocytocine. Personnellement, je n'avais pas pensé à tout ça au moment de mes accouchements, mais oui, stimuler les seins, ça permet aussi de faire monter l'ocytocine. Ça, c'est connu, et ouais. voilà, c'est connu. Donc le clitoris, ça marche aussi. Mais alors, le clitoris, c'est vraiment... Mais parler d'accouchement et l'associer, et de rappeler que c'est un acte sexuel, c'est scandaleux. Bon, en tout cas, j'ai une maman qui a écouté cette vidéo et qui m'a mis un message sur TikTok pour me dire merci. Ça fait 28 ans que je garde ça secret et que je culpabilise. Pourquoi est-ce que j'ai eu un orgasme pendant que j'accouchais Et 28 ans qu'elle, je ne sais pas si elle va à la messe le dimanche pour que Dieu lui pardonne d'avoir eu un orgasme pendant qu'elle accouchait. Je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit cajoler votre corps ou un truc comme ça, juste parce que c'est juste génial. C'est qu'elle a eu un accouchement au top. Parce qu'en fait, un accouchement orgasmique, ça devrait presque être la norme. Moi, les miens, ils étaient loin de ça. Hein. J'ai bien senti la douleur, il n'y a pas de souci. Mais c'est génial. Et si on disait à toutes les femmes que l'accouchement peut être un orgasme qui dure 3 heures, on serait peut-être moins encline à aller se faire une césarienne de convenance. Et ça me parle énormément ce que tu dis, parce que moi, j'ai lu le livre Naissance orgasmique. Je ne l'ai pas lu. Avant d'accoucher de Nausicaa.
Ouais. Donc c'est vrai que avant même d'avoir fait mon premier accouchement, en fait, je m'étais vraiment dit: «Faut que je me tout ce qu'il y a Des de positif, voilà, faut que je le lise», tu voilà. vois? Ouais, Et du génial. coup, j'avais lu ça aussi et c'est vrai que moi, mon but, c'était de me dire, tout ce qu'il y a de bon à prendre sur l'image de l'accouchement et tout pour me refaire, une Ouais. idée, Ouais, je le prends et c'est te vrai que ça a super reprogrammer. bien marché parce que Génial. mais d'ailleurs, tu vois, par rapport à la déchirure, bah, moi Ouais. aussi, j'ai déchiré pour, Nausicaa. Tu as poussé trop fort aussi? Ben non, mais enfin non. Bah, parce que j'étais surtout allongée, comme Bah oui, c'était au tu moment étais de ouais, l'hôpital. ouais, oui. Et ça, pareil, il y a plein de femmes qui savent pas qu'en fait, si on est déchiré, Bah oui, c'est à c'est cause quand de même l'hôpital. Mais voilà. bon. Moi, sur le groupe Anna sur lequel je suis, elle parle des déchirures. Mmh mh. Et il y a cette fameuse question de se dire si on est déchiré, est-ce qu'il faut absolument aller à l'hôpital ou est-ce que ça existe vraiment les déchirures ou ça se remet? Ah ouais, bah Moi, oui. c'est une question que je me suis toujours demandée. Ben Elena, elle en parle dans Faut pas pousser, la Ok, séquence donc où elle elle en est chez parle. elle avec Coralie, une autre sage-femme branchée physio, mais qui bossait à Bretéché, donc qui est en libéral maintenant. On est toujours en contact. Et elle dit en fait, elle recousait. C'est toujours une galère la conjugaison du verbe coudre. Elle recousait jusqu'au jour où, donc je vais raconter ce que dit Elena, jusqu'au jour où à domicile une maman grosse déchirure et la maman me dit tu me touches pas, non, 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 elle met les mains comme ça, je me sens dans la peau d'Elena dans le film. Non, non, non. Oh, et là, elle fait, ah, là, quand même, tu me touches pas. OK? Et elle dit, quand j'ai vu comment ça s'est remis en quelques jours, bah, depuis, Hmm. plus rien. Hmm. Alors là, Coralie dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, elle dit, en fait, là, elle croise les jambes comme ça pendant 2, 3 jours, et puis en fait, tout ce qui coule, la lymphe, tout ça, ça vient coller, et ça cicatrise très bien. Donc en fait, il y a déchirure et Ok. déchirure. Bon, on a vachement débriefé ma déchirure sur mon premier avec Elena, où moi j'ai cru longtemps que c'était un périnée complet, mais en fait pas du tout, parce que elles ont recousu quand même. Hein. Je suis allée à la mat me faire recoudre Oui. et sermonner, et je suis restée 3 jours. Bon, elles m'ont recousu sans anesthésie sur 2, 3 épaisseurs là. Hmm. Elles m'ont proposé une anesthésie générale. J'ai dit oui, puis j'ai dit oh bon non, c'est vraiment très con d'avoir accouché Bah ouais. peinard et de me faire une AG maintenant. Donc voilà, c'était pas le meilleur moment. Mais Elena, elle me dit c'était pas un périnée complet, sinon t'aurais pas fait caca comme une princesse 2 jours après. J'ai eu aucune séquelle de rien du tout. Ça s'est hyper bien remis. Ok. Et pas exactement tout à fait en étoile comme avant, mais enfin globalement Mais ouais, mais moi, c'est je me suis nickel. toujours Et elle m'a demandé. dit moi je pense que ce que tu t'es fait c'était quand même superficiel et que si ça se trouve aujourd'hui la même chose je t'aurais même pas recousu du tout. Ah ouais, Alors ok. bon, c'est facile de dire ça, hein, Hmm. ça me permet d'enlever ce caillou de ma chaussure. Mais il y a un autre truc qui m'avait enlevé le caillou de la chaussure parce que ça me faisait suer. Ouais, moi je fais un nana. Enfin, en fait, c'était pas pour frimer que je faisais un nana. Je faisais pas un nana pour frimer. J'avais juste pas envie de bouger de chez moi, tu vois. Je Enfin, pense personne ne fait un voilà, c'est nana pas pour pour dire, frimer tu vois, c'est juste parce que j'étais tu bien. reçois pas des fleurs hein, quand tu Non, dis que voilà, tu non, vas c'est faire un clair. nana. Donc, Donc, en fait, j'étais très bien à la maison et j'y suis restée. J'avais même pas le mot Anna à ce moment-là. C'est juste, je suis oui, bien d'ailleurs, là. Anna, donc c'est accouchement non assisté. Voilà. Moi, il n'y avait pas de nom. Hein. C'est juste avec mon chéri, on était OK. Mais tout ça, je le raconte dans le film. Ah, je dis pas qu'il n'y a pas de sage-femme. À chacun de lire entre les lignes. Hein, Hmm. mais j'ai perdu le fil de mes pensées. Bon sang de bois. Ah, c'est ballot. C'est ballot, il va manquer une chute à cette histoire. Ah mince. Euh, oui, un autre qui m'avait enlevé le caillou de ma chaussure, c'était quand j'étais allée plaider mon dossier de tournage à Jules Verne, présenter mon film pour demander à tourner à Jules Verne. Donc j'ai tourné à Jules Verne, mais finalement j'ai pas gardé parce qu'en fait le tournage datait et que j'avais beaucoup de rush. Bon bref, finalement Jules Verne n'est pas dans Faut pas pousser, sauf dans l'intro 2, 3 images de mon propre suivi de grossesse, mais bon. Mais j'avais tourné à Jules Verne et pour avoir l'accord pour tourner à Jules Verne, j'avais dû présenter mon projet à 5 gynécos, 10 sages-femmes, voilà. Alors, et j'avais raconté mon histoire perso, quoi, Oui. tranquillement, sans complexe. Je me disais, après tout, Jules Verne, c'est une clinique réputée physio, ils sont quand même en mesure d'entendre des choses et ça. Et j'avais dit, bon, voilà, moi, c'est sûr que pour mon premier, j'étais toute seule. Bon, je me suis un peu. Enfin, j'ai déchiré. Et il y a un médecin qui avait dit, oui, oh, bah, ça aurait très bien pu vous arriver ici. Oh, bah, j'ai dit, je vous remercie, docteur. Là, ça enlève le dernier caillou de ma chaussure. C'est vraiment formidable. Donc, les périnées complets, enfin, des périnées complets graves, il y en a en maternité. Avec des forceps ou avec des délivrances dirigées Oui, musclées où ils oui, arrachent oui, tout. oui. Enfin, des mamans qui se font saboter la fin de leur accouchement alors Hmm. qu'elles ont fait du super boulot et qu'au moment de la délivrance, ils sont tellement en stress Hmm. ou au moment de la sortie du bébé, extraction du bébé, donc avec des forceps, ventouses.
la maman est dans une position qui est vraiment nulle. La position Ouais, décubitus c'est dorsal, sûr, c'est la c'est pire sûr. position pour accoucher. Donc, bref. Mais ouais, c'est vrai que moi aussi, je me suis fait recoudre pour Ouais, Nausicaa. Ah bah forcément, sans rien, puisque sans j'avais pas de anesthésie, péridurale. bah Et ouais. ça, c'est quand même, enfin, Mm, pour moi, c'est le pire truc, c'est-à-dire que tu viens d'accoucher. C'est mm, censé être fini, tu vois, t'es censé être mm. soulagé. Ouais, Et tu tapes ça, enfin, ouais, c'est la pire douleur. ouais, Enfin, franchement, c'est ouais, horrible. Je souhaite ouais, à aucune maman de se faire recoudre à vif comme ça. ouais. C'est pas terrible, ouais. Et pour Lou, du coup, j'avais envie de le faire à la maison. Et j'avais cette petite appréhension de me dire, est-ce que je vais me refaire Mm. déchirer? Donc moi, j'avais une amie qui me disait, bah non, parce que du coup, ça va être à la Deuxième. maison, donc ça va aller. Et elle avait Ouais, raison. elle avait raison. Et en Je me- plus, un deuxième, ça déchire moins Voilà. statistiquement. Et, mais et comme c'est une zone sensible, tu vois, c'est vrai que je m'étais penchée sur cette question de sa cicatrice tout seul ou pas, Mm, etc. mm, Mais c'est marrant, il n'y a pas grand-chose qui me fait un peu de... J'hésite. mhm. Mais ça, c'est vrai, comme c'est tellement sensible comme zone Bah oui, et tout, que ça m'avait travaillé, tu vois, cette ouais. question-là de... Il faudrait demander à Elena ce qu'elle entend par grosse déchirure qui s'est remise Mhm. tout seul. Mais en tous les cas, moi, je lui ai dit, ça a déchiré jusqu'à l'anus. Donc, et en fait, pour elle, même Ouais, jusqu'à moi aussi, l'anus hein. en superficiel, Mhm. euh, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Donc, ouais, et globalement, ça peut se remettre très très bien. En fait, ça se remet surtout, ce qui est important de retenir, c'est qu'une déchirure naturelle peut se recoller très bien toute seule. Mhm. Pas une épisio, par contre. Mhm. Mhm. Ouais. Et pour ce qui est de recoudre à vif les femmes qui ont accouché sans péri, il y a une gynéco qui dit ça sans rougir. Bah non, on fait pas d'anesthésie pour recoudre les femmes qui ont accouché sans péri. Elles ont fait le choix de pas avoir d'anesthésie. Mhm. Bah ouais. Alors non, je suis pas anti-médecin, mais ça me fait un peu gerber quand même. Mhm. Ouais, ouais, bah oui, je comprends. C'est quand même. Enfin bon, bref, sans commentaire. Alors, il y a une question qui est venue, qui est plus, tu vas voir, elle m'a fait marrer cette question. C'est en gros, tu vois, c'est quelqu'un qui dit que de manière générale, si on fait une grosse généralité, quand on rencontre des gens qui sont pro accouchement à la maison, t'as un peu un package Mm, où bah, si t'es pro accouchement à la maison, t'es aussi un peu écolo, t'es mm, aussi l'école, t'es plus IEF ou école alternative, t'essayes de donner des huiles essentielles à ton enfant, enfin mm, t'as tout un truc comme ça, la démarche alimentaire et tout. mm, Euh, est-ce que, qu'est-ce que t'en penses de cette mm. observation? Je la trouve assez drôle. Et est-ce que toi tu te reconnais là-dedans ou pas? Bah, je me reconnais là-dedans, oui, sans estimer que je suis une caricature. C'est que moi, ça me paraît logique de limiter un max les médocs. Mais donc, j'ai effectivement une bonne cinquantaine d'huiles essentielles. Mais bah, elles vont finir par être perdues parce qu'en fait, comme on est a priori enfin, très peu malade dans cette Hmm. maison, mais oui, j'adore les huiles essentielles. Je dois prendre un doliprane par mois quand j'ai T'es trop écolo? travaillé, que j'ai. Bah oui, je suis écolo à donf, évidemment. J'essaie de voir la quantité de plastique qui part dans la nature. Rien que de le dire, Ok. ça me donne envie de pleurer. Je suis hyper Hmm. écolo. Je trouve ça dément, mais beaucoup plus sensible à le plastique. C'est vraiment mon combat, le plastique. Ok. Le plastique, je trouve ça dingue de voir. Hmm. Là, je vois les pages de pub avant Noël, là, Oui, bah là, ça va être toutes l'époque. Ça va les être la période merdes du en plastique, là. plastique qui vont être cassées au Ouais. bout de et qui partent. Enfin, ça, je peux devenir très con sur ces sujets-là, parce que néanmoins, si la planète en est là, c'est que les gens consomment toutes ces merdes, et ça me rend très en colère, ouais, vraiment. Donc Ok. nous, on est complètement psychorigide, à mort, je me flagelle énormément parce que je bois du multivitamine le matin et que c'est dans une boîte en plastique, et ça, vraiment, tous les matins, je me dis, putain, quand même, est-ce qu'il vaudrait pas mieux arrêter les multivitamines? Hmm. C'est infernal. Ok. Et qu'est-ce que c'est ton opinion sur les accouchements non assistés? Parce que c'est vrai que tu parles beaucoup des accouchements à domicile Mm, avec sage-femme. mm, Et c'est ta mm, ligne directrice, etc. mm. Mais les accouchements sans assistance, Bah, t'en c'est ce penses que j'ai quoi? fait pour mon premier enfant, donc qu'est-ce que je peux bien en penser? Ok. Donc t'as pas de frein. Moi, j'aurais projeté que je sais pas, t'étais plus réticente ou Mais je plus. peux pas être réticente, j'ai fait ça pour mon premier bébé et ça me Bah, semblait on peut faire tellement des trucs évident. qu'on Ah non, j'ai aussi en aucun fait. regret, j'étais sûre de moi, j'étais sûre que ça se passerait bien. Et Ok. donc je fais des salons, je fais des réunions sur Zoom où on est 10 pour parler de l'accouchement non assisté, parce que Ok. je sais qu'il y a des couples qui l'envisagent parce qu'ils n'ont pas trouvé de sage-femme ou parce qu'ils ne veulent pas avoir une sage-femme, parce qu'ils sont bien avec ça. Et maintenant, je ne peux pas. Donc c'est pas grave, tu gardes ça et il n'y a pas de souci. Et j'assume pleinement, mais je peux pas passer mon temps sur les réseaux sociaux à dire aux femmes allez-y, accouchez toutes seules chez vous. C'est pas productif. Hmm. Celles qui sont à se poser ces questions-là, j'ai envie de dire qu'elles n'ont pas besoin de moi en fait. Hmm.
Donc, Ok. je parle beaucoup de l'accouchement accompagné à domicile parce que c'est scandaleux que ce soit si compliqué de juste faire ça, parce que l'accouchement accompagné à domicile, c'est largement plus sécure que d'accoucher à la maternité, c'est sûr. Ça, je suis convaincue de ça. L'accouchement non assisté, ça nécessite d'être super ouvert. J'adore faire ces salons, les salons de Nina, ça s'appelle. Vous trouverez le chemin sur Kaizen Nina. Si vous ne savez pas, vous allez sur ninanar.com, vous trouverez le chemin vers tout mon travail. Je dis ça parce que c'est un travail important. C'est sûr. Mais donc, j'adore parce qu'en fait, c'est les mamans, elles ont envie de savoir sur l'hémorragie, par exemple. Comment on fait pour être sûr que ça va bien, le timing sur la délivrance, et Oui, puis il comment on faut être fait, tu hyper vois. informé. Donc, c'est pas. Moi, j'étais zéro informée. Hein. Moi, j'étais zéro préparée de rien. J'étais juste. Il va sortir, et puis le placenta aussi. La question se pose pas. Mais disons que j'étais pas en train de fuir un système. Le système m'intéressait pas, j'étais très bien chez moi. Et je sais qu'il y a des femmes qui veulent pas aller à la mat parce qu'elles ont peur d'aller à la mat. Et ça fait toute la différence. Oui, c'est important comme distinction. Les choix qui sont guidés par la peur sont pourris. Donc ça doit jamais être une fuite. Et c'est ce que je répète sur les salons. De dire si à un moment, si tu sens que tu serais peut-être mieux à la mat, mais que tu n'y vas pas parce que tu as peur du docteur, ça devient pourri. Si tu kiffes d'être chez toi et que tu n'as aucune inquiétude de rien et que tu es perché sur ta bulle d'ocytocine et tu danses le truc, et tu es là, c'est que ça roule. Ouais. Voilà. Si tu es relax, si ton mec est relax, tout va bien. Il faut que Chéri soit dans la boucle à donf. Oui. Hyper important que Chéri soit dans la boucle. Ouais. Tu restes pas chez toi si Chéri trouve que c'est une idée de merde. C'est pas possible. Il va te balancer du stress. Donc en fait, l'ANA pour moi, c'est juste un accouchement accompagné à domicile où la sage-femme n'a pas eu le temps d'arriver. Ça, j'en vois beaucoup. Pardon. Mais c'est vrai que je soupire parce que des témoignages de mamans qui veulent accoucher à la maison et qui ne le font pas parce que leur compagnon il a peur, il y en a beaucoup quand même. Alors, moi, donc je sais déjà, que j'en entends vraiment beaucoup. Alors, il faut qu'ils regardent le film déjà. Là, et le nombre de papas qui ont vu la lumière en regardant Faut pas pousser, c'est énorme, énorme. Et j'ai même eu des femmes, il y en a une, j'ai partagé son message il n'y a pas longtemps. Elle voulait une césarienne sous anesthésie générale, hein, tellement elle avait peur d'accoucher. Elle a vu Faut pas pousser, elle prépare un accouchement à domicile. Donc la puissance de ce film est énorme. Je disais, c'est moi qui l'ai fait, ça fait déplacer de le dire, mais c'est juste une réalité. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Et donc, les papas doivent regarder, faut pas pousser. Donc, voilà. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est de trouver une sage-femme. Et donc moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de l'accouchement accompagné à domicile, mais je parle surtout de comment réussir un projet physio à la maternité. Parce que là, c'est là que j'ai du taf à faire. Mais quand elles sont sur un projet à AD avec une super sage-femme, ma foi, j'ai pas grand-chose à leur apprendre. Par contre, c'est les mamans qui n'envisagent pas un accouchement à domicile parce qu'elles n'ont pas trouvé de sage-femme ou parce que juste ça résonne pas. Elles se voient pas accoucher dans leur salon, on peut comprendre aussi. Mais elles veulent accoucher physio. Complètement. Et là, du coup, moi, là pour le coup, je fais du bon boulot. Parce qu'il y a énormément de pièges à éviter. Et surtout, le premier piège à éviter, c'est de ne surtout pas dire à la mat au deuxième trimestre ou au 3e mois qu'on souhaite accoucher sans péridurale. On dit rien. On dit, je sais pas, peut-être, mais quand même, je suis pas sûre d'y arriver. Heureusement que vous êtes là, docteur. Voilà, c'est ça qu'il faut dire en rendez-vous. Heureusement que vous êtes là. Oh là là, monsieur l'anesthésiste, avoir presque un orgasme devant l'anesthésiste et devant l'obstétricien. Et là, vous avez des chances que ça se passe bien et presque ils vous disent, oh, mais si, ma petite dame, vous allez y arriver. Si vous commencez à dire que vous avez la prétention de vous débrouiller sans eux, là, on va vous expliquer la vie. Mais ouais, ça, je précise parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas sensibles à ça, mais toi, tu en as vu des actions de vengeance, de vraiment on va faire payer. Et ça, je le sais parce que ma mère, je sais qu'elle a eu une expérience comme ça aussi à l'hôpital, où elle n'a pas voulu la péridurale. Et je sais que c'est un truc genre, ils y sont pas les mains mortes. Enfin, en gros, ils y sont vraiment allés brutalement en mode, tu vas voir. Tu vas voir ce que c'est. Voilà. Tu vas avoir mal, tu vas pas être déçu. Quoi. Exactement. Voilà. C'est écœurant. Alors, il y a des gens exceptionnels comme ce médecin de Grasse.
et qui est super, hein, qui a Mm. vraiment envie de. Je l'ai chambré sur les sièges, mais en fait, il a vraiment envie. Il m'a envoyé un Mm. message sympa. Après, j'étais contente parce que j'avais pas été tendre avec lui, donc Mm. j'étais contente qu'il me dise que c'était chouette d'échanger, Mm. qu'il m'invite à venir à Grasse, rencontrer Mm. son équipe et tout. Ouais, ouais. Hyper agréable. Donc, il y a des médecins géniaux, il y a des sages-femmes géniaux, il y a des anesthésistes géniaux qui sont médecins aussi. Donc, vous devez miser que sur vous. Là, maman, chérie, voilà. Il y a que vous êtes les seuls à pouvoir vous offrir une naissance Mm. respectée. Mm. Mm. Comptez sur rien, ni sur la salle nature, ni sur le ballon. Aussi, emmenez votre ballon, hyper important le ballon. Ni sur la baignoire ce jour-là, ni sur le moniteur ambulatoire ou la périambulatoire. Rien. Parce que j'ai des mamans qui misaient tout sur la baignoire. Et le jour de l'accouchement, ah, ben, il y a un problème de plomberie, il n'y a pas d'eau chaude. Bah oui. C'est pas Oui, 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 possible. oui, Le c'est monde sûr. s'écroule. Il faut Mm. compter que sur soi-même. Et Mm. c'est ce qui est génial aussi. C'est pour ça que c'est un de mes trucs qui m'est venu récemment, c'est que la naissance physiologique n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est que de réussir pendant tout le long de sa grossesse à nourrir sa confiance en soi et en son bébé, se donner les moyens de faire des vrais choix, d'écouter ce qu'on nous dit sans se laisser impressionner, et finalement d'arriver le jour J en étant méga aligné avec le cosmos, qu'il n'y a plus rien qui peut nous déranger, de dépasser la tempête, mais c'est la vie ensuite qui est Ah bah, changée. ça, c'est sûr. Donc le but, c'est pas juste d'accoucher sans péri, c'est que pour y arriver, il Ah ouais, faut ouais. trouver le meilleur dans soi-même, ses ressources, etc. Mm. Et ensuite, c'est Mm. combien j'en ai qui ont changé leur vie après avoir mis au monde leur Mm. bébé comme ça, parce qu'elles Mm. se sont découvert une puissance. Ouais, mais c'est sûr. Donc C'est c'est ça sûr. qui est merveilleux. Donc je suis pas contre le médical, ça m'intéresse pas. Et ce que tu fais, ça aide énormément de femmes à se réapproprier la naissance, leur Ben, corps, j'en sais leur choix, rien, faut leur etc. demander, c'est ce qu'elles me disent. Et tout à l'heure, quand même, tu m'as dit, je suis pas féministe. Oui, ben en fait, je suis pas féministe parce que la tournure que ça prend me plaît pas. Quand l'accouchement s'est pointé à l'hôpital, il y avait 10 femmes en travail dans le même couloir, Mm. qui étaient dans un environnement stressant, donc qui criaient, enfin, c'était raide, quoi. Hein. Accoucher Mm. à la maternité sans péri, c'est dur. Hein. Donc moi, Oui, c'est ce à quoi je prépare les femmes, mais en oui, leur oui. disant, tu arrives à dilatation complète ou dans l'idéal, tu fais le bébé dans la bagnole et le placenta dans l'ascenseur. Hein. Pour moi, c'est la meilleure solution. Hein. Donc je parle quand même d'Anna. Hein. Oui, oui, Tu mais fais c'est un un peu nana ce dans que la j'ai fait pour voiture. Nausicaa. Ouais. Voilà, parce que sinon, donc c'était violent. Mm. Donc la péridurale a calmé tout le monde. Mais que les féministes aient estimé que la péridurale était une avancée féministe, ça me saoule parce qu'en fait, les femmes sous péri, c'est pas des femmes libérées. Elles sont saucissonnées, elles sont entre les mains des médecins, des anesthésistes. On peut les sonder, les découper, on peut tout leur faire. J'appelle pas ça une avancée féministe. Pour moi, accoucher en pleine puissance, ça c'est méga féministe. Donc le baratin, il y a plein de trucs, des revendications de liberté et de droit qui me font chier. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on revendique ses devoirs et qu'on les assume. Et pour moi, le devoir d'une femme, c'est de mettre toutes les chances de son côté, d'offrir à son bébé la naissance qu'il mérite. Un bébé, si on lui demandait son avis, il aimerait venir au monde avec une maman comme ça, là, suspendue au cou de papa ou de maman en B. Et c'est comme ça qu'un bébé, enfin les bébés qui naissent physio, ils sont. Elena partage plein d'images de bébés et elle dit l'autre jour une photo où elle est avec 2 enfants et elle dit je les kiffe trop mes petits bébés maison, mais on va pas dire le contraire. Les bébés qui naissent à la maison, ils ont une patate d'enfer, l'allaitement se passe bien, ils ont une santé béton ensuite. Enfin moi je veux dire mon grand il a 14 ans, bon sang il m'épuise tous les 3 mes garçons, j'ai 3 garçons. Je peux pas tirer une autre conclusion que naître à la maison, ça a l'air d'être pas mauvais pour l'immunité parce qu'ils sont jamais malades et Mm. les bébés maison sont jamais malades. Moi aussi. Donc c'est la meilleure chose qu'on puisse offrir à un bébé, c'est une naissance physio à la maison, clairement. Mm. Maintenant, je comprends qu'on n'ait pas envie de ça, mais je sais que c'était important. Les mouvements féministes ont été déterminants. Je sais bien qu'on brûlait les sorcières et je sais bien que les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir leur bec. Donc, bah, on se bouge, voilà. Et accoucher sans péri, ça fait mal, hein, c'est clair. Moi, j'ai pas eu mal. En plus, t'as pas eu mal, ça Non. c'est génial. Voilà, écoutez-la, elle. Moi, j'ai eu mal un peu quand même. Ni pour Nausicaa, ni Ah, pour vous. génial, pas du tout. Non, mais c'est vrai que pour moi, il y a peut-être d'autres facteurs qui jouent. J'ai aucune preuve de ça, tu vois. Mais je me demande si l'alimentation, ça joue pas, la préparation alimentaire, etc. Et je sais que les 2 fois, je me suis vraiment préparée comme si j'allais, tu sais, comme si t'allais faire une compétition, enfin, comme Ouais, un. Et non, c'était vraiment. ah, génial. Bah ouais, parce que Lou, tu vois, au moment où j'allais accoucher, je le savais pas. Ouais, En termes de douleur, moi, dans ma tête, j'avais l'impression d'être genre à 2-3, tu mm, vois. Et je me suis dit, bah si ça c'est 2-3,
10, tu vois, je vais vraiment avoir mal à 10, tu vois. Alors Mm. qu'en fait, j'étais déjà. T'étais déjà à 10. Donc c'est vrai que la douleur, c'est pas du tout quelque chose qui m'a. Et puis moi, c'est vrai qu'il y a une visualisation que j'ai trouvée merveilleuse, je pense, qui a fait tout ce truc-là d'appréhender la douleur, c'est ce truc de se dire que chaque contraction qui passe, Te rapproche. ça te rapproche du Mm. bébé et Mm. ça ouvre Mm. l'utérus. Et c'est vrai que cette visualisation-là, bah, ça amène tellement la contraction comme géniale, Mm. ça, ouais, que ça change tout, quoi. Mais je Ouais, pense, en fait, c'est tellement dans la tête, comment est-ce que tu énormément, gères ouais, les contractions énormément. que. Bah, ouais, je suppose. Moi, je le suppose parce que j'ai, pour mon premier, finalement, pas eu si mal que ça. En tout cas, bon, jusqu'au bout, Jus- j'étais bien sur terre, mais jusqu'au bout, je blaguais avec. On avait une amie avec nous. Et je disais, ah putain, d'où l'expression alors t'accouches, quoi. Parce que j'en Mm. avais marre, mais en même temps, 20 minutes après, il était là. Mais après, pour le deuxième, la peur de déchirer a mis un Mm. peu des nœuds qui font que je l'ai Mm. senti. Et le Mm. troisième, bah, du coup, comme je connaissais le voyage, donc, mais ça reste, c'est pas très long. Enfin, disons que pendant 2 heures, c'était costaud, quoi. C'est déjà pas mal. Mm. Mais enfin, 1 heure et demie, j'en sais rien. Enfin, mais c'est trop tard maintenant. J'en ferai pas de quatrième. Mais je trouve ça génial de viser un accouchement sans douleur. Et oui, c'est possible. Parce que j'ai eu des récits, même d'accouchement orgasmique. J'ai Ouais, eu ouais, ouais. une qui Mm. m'a dit, moi, c'était le kiff absolu pendant. C'est génial, quoi. C'est génial. Après, bon, peut-être que moi, j'aime bien avoir mal. C'est mon petit côté maso pour dire ensuite. Tu vois. Elena aussi, elle les a bien sentis passer, ces 4 filles. Et ça nous va, en fait. Tu vois, on est des warriors, Ouais, quoi. ouais, Mais mais en ce fait, c'est un peu côté-là. débile. Mais bon, en tous les cas, on est heureuse de nos accouchements. C'est ça l'essentiel. D'ailleurs, on peut aussi être très heureuse d'un accouchement médicalisé. J'en connais. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait vachement fait me dire que j'allais pas avoir mal aussi, c'est le côté la douleur. C'est une information. Ouais. Et après, je me souviens, ce que j'avais vu, c'était ben, si sur cette douleur, tu mets des appréhensions, tu mets des peurs, etc., ça fait vraiment de la souffrance. Et là, tu es Voilà. vraiment en Voilà. souffrance. Ouais. Et puis, en fait, si cette douleur d'info, c'est l'info qui te dit que ton bébé arrive et que ça va Voilà. être génial, bah, l'info, tu la remercies et tu Voilà, es c'est ça. content Voilà. d'avoir cette info, quoi. Voilà. Bah oui, moi j'étais quand même là-dedans, mais ça m'a pas Mm. empêché de bien les sentir. Mais j'ai jamais eu peur non plus. Donc ça, Mm. c'est important. Mais tu vois, ce serait peut-être ça ton ikigai, d'être là-dessus, sur à la fois la préparation, sur l'alimentation. Je pense que ça doit jouer sur plein de choses, sur les hormones, sur la Ouais. fluidité dans tout ça. Et j'ai Ben, pas étudié ça du et tout, puis il y a moi. aussi l'après, comment est-ce qu'on se remet? Ouais, Comment est-ce que le aussi, ouais. corps, Ouais. forcément, je pense que quand tu fais gaffe, il se remet plus rapidement, il a une plus grande résilience en tout Ouais. cas. Et puis moi, je sais que, par exemple, il y a des symptômes que j'ai jamais eu, comme le fait que normalement tu saignes après ton accouchement. Mhm. C'est pas quelque T'as chose pas eu que de j'ai eu, Loki? tu vois. Ok. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas lié. La seule chose qui fait que je me demande, c'est que j'ai cette amie qui m'a un peu sensibilisée à comment manger, etc. Mhm. Elle aussi, je sais qu'elle a pas eu de symptômes par rapport à ça. Et puis aussi, bah, les douleurs après quand l'utérus il se remet, Mhm. etc. Ça Les pareil. Je tranchées. sais que pour moi, ça a toujours été fluide. Et Ouais. Mm. oui, parce que là, tu prépares Un doc tas sur d'autres projets, et notamment sur l'allaitement. Mm. Et c'est vrai que moi, il y a quelqu'un dans la famille de Raph qui a accouché là, il y Mhm. a très récemment. Et du coup, je disais, bah, du coup, pour l'allaitement, ça a fonctionné et tout. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais un peu cette tristesse de. Elle s'est dit, ben, pourquoi pas? Et Mm. sauf qu'en fait, le pourquoi pas à l'hôpital, j'ai l'impression, bah, ça survit jamais parce que Mm. lui, ils lui ont dit, ça lui a fait mal. Mm. Moi, j'étais en mode, bah oui, parce qu'en fait, surtout quand c'est le premier. En Ouais, vrai, c'est ça, ouais. Faut faire elle n'était pas préparée, donc elle a eu des crevasses, enfin, elle a eu des soucis. Mm. Et puis à l'hôpital, au lieu de donner des solutions, ils lui ont dit Qui que donne c'est, des biberons. non, mais ils lui ont dit que c'est comme elle avait la peau claire, et Mm. ben c'était à cause de ça, Non, mais etc. ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça trop triste de me dire que, enfin, c'est là que la réalité, pour moi, je savais pas, mais c'était là que vraiment la réalité de, ok, en fait, l'hôpital encourage vraiment pas l'allaitement, tu Non, vois, à choisir, ils vont vraiment dire, vous embêtez pas. voilà, On c'est va ça, lui et donner un ça m'a biberon. vraiment fait de la peine. Parce qu'elle a la peau claire. T'as vu la mienne? Bah oui, bah moi aussi. Si j'avais été à la maternité, moi, il m'aurait plombé le truc. J'étais chaque Ah, amorçage moi aussi, pendant moi aussi. 2, 3 semaines, quoi. Puis Mm. à un moment, tu dis, oh mon Dieu, ça fait plus mal. Ouais. Et après, c'est du lourd. Mm. Mais il faut être déterminé quand même. C'est ça, Et il si faut tu as être quelqu'un qui ultra dit, oh, déterminé. vous allez souffrir, vous souffrez, on va lui donner un petit biberon. Bon, bah là, bah donc voilà, c'est ça. Bah, on peut dire qu'en fait, là, les féministes, pas toutes, il y a autant de féminisme que de femmes, je suppose, mais là, les féministes vont dire oui, eh ben, Nestlé, c'est pas pour les chiens, si ça fait mal, si t'as pas envie, hein.
Là où moi, je vais dire, ouais, ça fait un peu mal, mais en fait, on s'en fout. Donc, Il y a un dernier sujet qui me vient, et on en a déjà parlé, mais j'ai quand même envie d'en parler là. Et d'ailleurs, en fait, c'est ma dernière vidéo qui est sortie sur YouTube. C'est le témoignage d'une maman qui a fait une nana chez elle et qui a. Donc son bébé s'est présenté en siège. Et je dis pas ça pour faire le lien de cause à effet, mais de fait, il est mort-né. mm. Et moi, c'est un récit qui m'a énormément touchée d'entendre parce que ça parle de la mort. Et pour moi, je trouve que ça devient un sujet quand on parle de l'accouchement, en tout cas non assisté. Et suite à ça, elle a eu forcément une enquête sociale. Mm. Elle a eu une enquête pour homicide Il y a une plainte des grands-parents, hein, c'est involontaire. ça? Des grands-parents, c'est ça? Non, en fait, c'était pas une plainte, c'est le papa, enfin le grand-père du Le coup, grand-père. mm, qui a appelé les Grand-père services sociaux. paternel? Ouais, Ouais. qui a appelé les services sociaux en disant bah voilà, mes enfants, enfin, mon fils prévoit de faire ça, je suis inquiet, qu'est-ce que je peux faire? Ils lui ont dit bah rien du tout, mais ce qu'ils ont noté c'est information préoccupante, donc il y Mm. avait déjà une IP contre eux, et donc il y a eu une enquête pour homicide involontaire et ils ont été jugés coupables, donc ils ont eu une amende plus du sursis. Donc j'aimerais bien savoir ce que tu en Mm. penses. Bah oui. Alors, je connais cette histoire. Je ne sais pas si j'avais échangé en direct avec elle, mais ce qui m'était arrivé, c'était que la maman disait qu'elle avait, je te redis ce qu'on s'est dit, hein, Ouais, ouais, hein, on est d'accord, hein, ça sois te va? honnête, La maman 100%. disait, oui, le bébé est mort, donc rétention. Moi, ce que j'avais comme info, c'était rétention tête dernière sur une présentation en siège. Est-ce qu'elle savait qu'il était en siège? Non, Elle savait pas parce non. qu'elle n'avait pas fait de suivi. Mm. Donc présentation, bah, le fameux siège inopiné, voilà. Rétention tête dernière, bébé mort. Et la maman qui disait j'ai aucun regret, c'était un très bel accouchement. Et ça m'avait mis en colère. Je me suis dit que ton bébé est mort, donc très bel accouchement, génial. Mais voilà, ça c'était ma première réaction. Et puis j'ai reparlé de ça avec mon petit réseau, sans citer spécialement cette maman, mais bon, de toute façon, son histoire est connue hein, dans le monde, voilà. Euh, et j'en suis arrivée parce que j'ai aussi une amie qui a fait le choix de mettre au monde son bébé en nana avec un zéro suivi, donc une grossesse, fausse couche, grossesse, accouchement, Anna à la maison, donc sans assistance, génial. Elle est hyper heureuse de tout son chemin et je le trouve génial. Et je me dis, qu'est-ce qui différencie mon amie avec son bébé vivant de cette maman-là avec son bébé mort? Le chemin est le même, l'issue, pas tout à fait, mais il y a des bébés vivants, puis il y a des bébés morts, puis il y a des bébés morts à la maternité. Et puis, donc, je me suis dit, où est-ce qu'on met le curseur à partir. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait un nana. Bah, après tout, bon, je savais que Tao était en présentation céphalique, mais je ne m'étais pas tellement posé la question. D'abord, il y a des bébés qui se retournent au dernier moment, dans un sens comme dans l'autre, important. Souvenez-vous, les mamans qui ont des bébés en siège, on ne se laisse pas abattre. Les bébés font des galipettes jusqu'au dernier moment. Donc, il aurait très bien pu finalement. Enfin, j'aurais pu avoir la même chose. Qu'est-ce que j'aurais dit? On ne fera pas l'histoire, mais donc en tout cas, j'ai revu ma copie là-dessus en me disant après tout, elle a juste voulu être connectée à la vie avec cette idée que personne n'est immortel et des fois il y a un bébé qui meurt, des fois il y a même une maman qui meurt. Et qu'est-il arrivé réellement à ce bébé? Et du coup, je peux parler des éléments sur le placenta. Oui, oui, Ouais. oui. Donc, tu m'as dit tout à l'heure, et ce qui apporte encore un éclairage hyper intéressant sur cette histoire, c'est qu'en fait, elle sentait pas trop son bébé bouger depuis un moment déjà, Et que le placenta et que est. quand le bébé est sorti finalement, le placenta est sorti en même temps que le bébé. Donc en fait, alors évidemment, là on peut dire, ok, peut-être que à la mat, ils auraient fait une césarienne en urgence et puis ils auraient sauvé le bébé avant que le placenta se décroche. Ok, on peut aussi se dire peut-être pas, peut-être que si elle avait eu la chance de faire un accouchement par le siège, il se serait rendu compte de rien. Alors il y a des stratégies, en fait, tu touches le bébé, tu vois s'il est vivant ou pas, en fait, en fonction du retour sur la couleur, etc. C'est des choses que j'ai appris dans ma formation sur le siège. Donc il y a quand même des moyens de savoir si ça se présente bien ou pas une naissance par le siège. Mais en tout cas, le placenta est sorti. Donc il est resté coincé combien de temps ce bébé comme ça? Je sais pas. Ouais. Le bébé est sorti en même temps que le placenta. Donc c'est même pas la rétention tête. Enfin, j'en sais rien, mais bon, je vais aller au bout du raisonnement. C'est peut-être la rétention tête dernière qui a fait que le bébé est mort et que finalement le placenta s'est décroché et blablabla. Mais sur un accouchement physio,
pas évident les rétentions tête dernière, c'est super difficile de savoir dans quelle mesure un bébé qu'on laisse complètement naître avec une maman complètement mobile, hyper à l'aise dans ses sensations, etc. Est-ce que vraiment il y a des têtes qui coincent? Parce que là, même si on remonte dans les histoires des siècles passés, j'en reviens à mon truc, c'est que la physiologie, c'est pas accoucher au Moyen-Âge, c'est accoucher au Paléolithique. Donc, est-ce qu'il y avait des rétentions tête dernière au Paléolithique? Ça, pour le coup, c'est très difficile de le savoir, parce que même Julie Bouallier n'a pas su me répondre sur le fait de trouver des mamans mortes avec des bébés coincés, des sépultures où il y aura une maman avec son bébé coincé dans le... Voilà, il n'y a pas. Bon. Alors, dans quelle mesure il y avait des rétentions tête dernière au Paléo? Moi, forcément, vu que je suis une grande fervente, je sais pas quoi, de la physiologie, j'ai envie de penser que non, il n'y a pas de bébé qui reste coincé par la tête quand maman est vraiment mobile. Donc, et bébé mobile aussi, hyper important. Donc, j'ai envie de voir le tableau plus sympa, qui du coup fait que la suite juridique est vraiment puante. C'est qu'en fait, peut-être bien que ce bébé, il était déjà mort depuis 2 jours, que le placenta s'est décollé. Je ne sais pas à quel terme elle était. Ne tirons Elle pas de était au terme. Elle était pile poil 41. Ne tirons pas de conclusion. N'acceptez pas des déclenchements pour dépassement de terme à cause de ce que je suis en train de dire, parce que c'est de l'arnaque, ça aussi. Mais il y a des bébés qui meurent. Voilà, là, très récemment, une maman, son bébé, le lundi, nickel, et le mercredi, il est mort à 39 semaines. Ben oui, ça arrive, en fait. Et peut-être que c'est ce qui lui est arrivé. Qu'en fait, simplement, son bébé a arrêté de vivre avant même l'accouchement. Et qu'elle l'a mis au monde parce que son corps a fait du super bon boulot, parce que si on touche à rien, même avec une mort fétale in utero, le corps fait son travail. Il n'y a pas forcément besoin, là encore, de faire appel à la médicalisation. Ça, c'est un autre sujet que j'aimerais traiter en détail. Il y en a beaucoup. La physiologie dans le deuil périnatal. Bon. Donc, peut-être que c'est ça, l'autre version. C'est que son bébé était déjà mort, en fait. En tout cas, c'était son karma. Il n'allait pas survivre à cette naissance. Elle l'a mis au monde de manière physiologique. Et je vais en verser une petite larme parce que d'un coup, tout ça prend du sens. Quand elle dit c'était une naissance merveilleuse et j'ai aucun regret, bah, peut-être que du coup, elle a raison. Parce qu'elle aurait eu un suivi. Peut-être bien qu'on lui aurait dit votre bébé est mort, il faut vite, vite faire quoi là? Faire quoi? Faire quoi? Déclencher, être avec une équipe de loulous autour qui te sort un bébé. Là, elle l'a mis au monde dans toute sa puissance, mais il n'était pas vivant. J'en sais rien, mais voilà ce que ça a conduit comme réflexion. Bah ouais. Voilà, Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup avec d'avoir plaisir. pris le temps d'échanger avec moi et je pense vraiment que ça va intéresser beaucoup de personnes. Bah, et Et ouais. du coup, oui, du coup, t'as d'autres projets qui arrivent, mais en attendant, n'hésitez pas à aller voir le film Ah oui, bah de oui. Nina, donc faut pas pousser. Il est sur quoi? Bah, vous tapez Faut pas pousser Nina Nar, vous allez le trouver. Mais alors, comme je l'ai produit, j'arrête pas de me recoiffer. Hein, ça va là? Non, ça va pas. Ah, ça va plus. Je l'ai fait toute seule, donc c'est moi qui le vends. Sur Kaizen Nina, il y a plein d'autres choses sur Kaizen Nina. Si vous êtes enceinte, j'ai enfin mis, ça y est, après 2 ans de travail, ça s'appelle Absolu Physio. C'est un programme d'accompagnement sur toute la grossesse où il y a le film, plus son décryptage, plus bien communiquer avec les pros, projet de naissance, diabète gestationnel, naître à la maison, euh, incompatibilité Rhésus mère-bébé, c'est disponible juste après. Streptocoque B, enfin bon, il y a 11 programmes. Merci le pangolin que je vais t'envoyer, qui est un moyen métrage de 28 minutes sur l'accouchement à la maison pendant le confinement. Donc, voilà, si vous êtes enceinte, là, ça paraît être un joli cadeau à vous faire, mais en tous les cas, regardez au moins le film. Ça, c'est, enfin, en tous les cas, C'est la base. c'est la base. Si vous allez sur Kaizen Nina, mais vous tapez Faut pas pousser Nina et vous allez tomber dessus, lisez les commentaires. C'est toujours délicat pour moi de dire ça, mais c'est simplement ce qu'on me dit tous les jours. Ce film, il permet aux femmes de vivre des super accouchements, aux papas de comprendre pourquoi leur femme veut vivre ça, à des femmes de comprendre ce qui est arrivé 10 ans plus tôt sur leur accouchement, etc. Donc voilà, je lui ai consacré 10 ans de ma vie avec un travail d'investigation puissant, enfin approfondi. J'ai tourné dans 5 maternités différentes. Le tournage s'étend sur plusieurs mois. Et enfin bref, donc je crois que c'est quand même pas déconnant de regarder ce film. Voilà, puis pour le reste, vous verrez bien. Et je travaille sur un prochain documentaire sur l'allaitement. Super sujet aussi, il y a du lourd à dire. Et en attendant, je développe une application mobile de suivi de grossesse pour vous permettre de remanger un peu tous les matins de Rien à branler nature. Maintenant, t'as la ref, tapez Rien à branler nature sur YouTube, vous allez voir de quoi je parle, c'est moi.
c'est ma prescription pour les femmes enceintes, pour rester zen en fait. Parce que donc moi, oui, c'est vrai que ça me touche les histoires de naissance, mais je reçois surtout des histoires géniales de naissance. Mm. Et donc moi, globalement, mon quotidien est fait de que des belles choses parce que je crois à ma mesure contribuer à permettre enfin, à contribuer à ce que les femmes aient la bonne info pour pas se laisser pigeonner. Et du coup, elles reviennent ensuite vers moi avec des photos de bébés, des boîtes de chocolat, des mots d'amour et des récits de naissance merveilleux. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être là où je suis là. C'est vraiment du bol. Je m'éclate. Voilà. Bah, magnifique. Vive l'accouchement. Ouais. Merci Noémie.